We are ready to... quelque chose en grand. I think we can start now. Hello, I'm Fiona Tebwe, and welcome to the World Health Organization Africa Media Group. La vidéo. Hello, I'm Fiona Tebwe, and welcome to the World Health Organization Africa Media Briefing, which is taking place in collaboration with APO Group. Today, we look at both the Ebola and COVID-19 health challenges that we are facing. First, some housekeeping. You can choose the language that you would like to hear for the press conference by turning on the globe on the bottom of your screen on the right and selecting your language of preference. Bonjour à tous et merci de vous être connectés pour ce briefing. Nous allons aborder les sujets d'Ebola et du Covid. Pour choisir la langue dans laquelle vous souhaitez entendre, nous avons une interprétation disponible en français. Vous pouvez aller sur le globe dans les options de Zoom et choisir la langue dans laquelle vous souhaitez entendre la conférence. Pour poser vos questions, merci d'utiliser la fonction de questions-réponses intégrée dans Zoom et de préciser le nom de votre nom, le nom de votre média et si vous voulez que nous prenions votre question en live. Merci à tous et bonne conférence. Thank you very much, Francois. And yes, we have a Q&A function. So for your questions, please place them in the question and answer function also at the bottom, and we'll have a time when your questions will be answered. Thank you. So joining us today from Brazzaville, the Republic of Congo, is Dr. Mashidiso Moweti, the WHO Regional Director for Africa, and I'll now let Dr. Moweti introduce our other panelists. Good morning, good afternoon, bonjour, and welcome to all the journalists and colleagues joining this press conference. So today we'll look at the twin challenges of Ebola and COVID-19 that the African region is facing. I'm very pleased to be joined by Dr. Mohamed Lamine Yansan, the Senior Advisor to the Minister of Health in Guinea. Bonjour et bienvenue, le Dr. Yansan, where there is an outbreak of Ebola, which was recently detected. And also joined by Dr. Ngonda Sasa, who is the head of the Department of Disease Control at the School of Veterinary Medicine at the University of Zambia, who will speak about how the new variants are affecting the evolution of COVID-19 in Zambia. On the African continent, we have more than 3.7 million COVID cases that have been reported, including 77,000 new cases in the past week, and 99,000 people tragically have lost their lives since the start of this pandemic. In the past 2 months, we've seen a downward trend in some of the most affected countries, including South Africa, Nigeria, Egypt, and Tunisia. However, in several countries, including Zambia, Togo, South Sudan, Senegal, and Ghana, the epidemic curve is still trending upwards. On Monday, WHO listed the AstraZeneca vaccine for emergency use. This is a significant step towards the deployment of 90 million doses of this vaccine that have been allocated to African countries through the COVAX facility, as well as doses procured through other sources. Yesterday, we held a briefing with ministers of health in the African region to discuss the next steps so that vaccine manufacturers can schedule shipment dates to countries. Our teams are on the ground working with governments to expedite these processes so that the vaccines can be deployed as soon as possible. Countries now need to work out their operational planning in detail to strengthen their readiness at every delivery level, to anticipate bottlenecks, and to mobilize all the capacity needed for the vaccine rollout. New variants of viruses occur over time, and knowing which ones are circulating helps to inform the public health response, including vaccination strategies in countries. So we're also building sequencing capacities to detect different variants. Since December 2020, there's been a 50% increase in sequences produced in African countries. This is a priority area for us to ensure that all African countries
are equipped to carry out gene sequencing locally or to send samples to reference laboratories. Turning then to the Ebola outbreaks that were declared in the Democratic Republic of the Congo on the 7th of February and in Guinea on the 14th of February. These outbreaks are a reminder of the need to deal with other outbreaks and continue to deliver health services while also responding to the COVID-19 pandemic. In Guinea, the outbreak started in Gueke in Zeronkore after a nurse who had symptoms suggestive of Ebola passed away. 5 of her family members and a traditional practitioner that she visited after she'd fallen ill, including 4 who have sadly died. One symptomatic person consulted several health facilities and then traveled by taxi to the capital, Conakry. So far, 290 contacts have been identified and 94% have been seen. We'll be hearing more about this from Dr. Jan Sane. WHO is scaling up our support to the response efforts, building on past lessons and reconnecting with past networks and capacities from the West Africa epidemic, which happened between 2014 and 2016. Countries in West Africa now have established emergency operation centers, active rapid response teams, and healthcare workers experienced in vaccination, therapeutics, and infection prevention and control practices. The response to Ebola and COVID-19 can be mutually reinforcing and produce synergies by building on these already established structures, guidelines, and good practices, particularly around coordination, engaging with communities, and leadership. There are also common preventive measures like physical distancing for COVID-19 and don't touch messages for Ebola, as well as the importance of hand hygiene for both. We expect to have more than 100 national and international experts on the ground by the end of the month. 30 vaccination experts have already been mobilized locally and are ready to deploy as soon as the Ebola vaccines arrive in the country, that is in Guinea. Today, more than 11,000 vaccine doses are being prepared in Geneva for deployment to Guinea and are expected to arrive over the weekend. In addition, more than 8,600 doses will be shipped from the USA. WHO has released $1.25 million to support the response in Guinea and to shore up readiness in 6 neighboring countries. Within the epicenter of the outbreak in a border area, the sub-region is on high alert and authorities are reinforcing public health measures, including surveillance, to quickly respond to possible cross-border infections. Our collective quick action is crucial to avert an uncontrolled spread of Ebola amid the COVID-19 pandemic, which has already pushed health workers and health facilities to the edge. In the Democratic Republic of the Congo, so far, there are 4 confirmed Ebola cases, including 2 deaths that are epidemiologically linked. WHO already has around 20 experts on the ground supporting national and provincial health authorities. 8,000 vaccine doses were still available in the country at the end of the most recent Ebola outbreak, and the vaccination of people at high risk was officially launched in Butembo on Monday. So far, nearly 70 people have been vaccinated against Ebola. The quick rollout of vaccines is a testament to the enormous local capacity built in the previous outbreaks by the governments, WHO, and partners. I thank you once again for joining us today, and I look forward very much to our conversation. Thank you very much, Dr. Maweti, for that excellent overview. And I know that most of our journalists' questions are being answered as we move on. So now to you, Dr. Mohamed Yansan. Could you please update us on the Ebola response in Guinea so far? À vous, Dr. Yansan. Merci, madame. Oui, je vous entends parfaitement, madame. Donc, madame la directrice régionale vient de faire le point de la situation. Les premiers cas ont été donc
décelée à partir du 14 février. Et depuis cette date, le total de cas, comme elle a eu à le dire, on a eu 7 cas, dont 5 décès et 2 cas actuellement hospitalisés. Et sur les 7 cas, on peut parler vraiment de 4 cas probables et de seulement 3 cas confirmés. Parmi les 3 cas que nous avons confirmés, il y a eu un décès, plus les 4 cas probables, c'est ce qui amène le nombre de décès à 5. Et actuellement, nous avons 2 malades hospitalisés, un à Conakry et un dans la région de Zérékoré, de la base d'où l'épidémie est arrivée. Donc, il y a un malade qui avait échappé au niveau de la région qu'on a pu avoir au niveau de Conakry. Tous les contacts ont été enregistrés, investigués et actuellement, nous avons à peu près 250 contacts qui sont quasiment tous suivis. Et tous les suspects qui ont été testés depuis, il n'y a eu aucun cas positif. Donc, les 2 malades vont bien. Et le processus de vaccination, comme Madame la directrice régionale a eu à le dire, est déjà en cours. Nous attendons en Guinée les vaccins pour le dimanche prochain. Et la campagne de vaccination va commencer aussitôt le lundi. Toutes les dispositions sont prises, le personnel, la conservation de ces vaccins, ces dispositions sont prises. Nous bénéficions d'un grand appui de l'Organisation mondiale de la santé, l'organisation de tout cela. Et nous pensons que l'expérience que nous avons reçue avec la première vague d'épidémie contre Ebola est en train de bien nous servir. On a déjà utilisé ces vaccins par le passé. C'est des vaccins qui sont déjà enregistrés au niveau de la Guinée. Donc, il n'y a pas de difficulté quant à leur utilisation. Le personnel est déjà formé et prêt. Dès que les vaccins seront là en Guinée le dimanche, à partir du lundi, la campagne de vaccination devrait pouvoir commencer. Donc, toutes les commissions concernant la surveillance, la communication, la prise en charge des cas, toutes ces commissions ont été réanimées. Nous organisons des réunions assez régulières avec les pays voisins. Hier même, le ministre de la Santé de l'espace CEDEAO était en communication pour essayer de partager les expériences et mettre toutes les dispositions en alerte. Les marchés hebdomadaires dans la zone où l'épidémie est arrivée ont été supprimés et la surveillance a été renforcée à tous les niveaux. Donc, nous espérons qu'avec toutes les mesures actuellement prises, la situation est pour le moment sous contrôle et nous espérons qu'avec l'appui de la communauté internationale, il n'y aura pas de problème. Il y a, pour déterminer maintenant le séquençage de cette variété, nouvelle variété, des dispositions ont été prises pour que l'échantillon qui est à Conakry, on puisse l'envoyer à Dakar au niveau de l'Institut Pasteur pour faire le séquençage. Donc là aussi, cet échantillon va quitter Conakry aujourd'hui. Donc nous pensons que nous aurons les résultats au courant de la semaine. Donc pour le moment, ce sont les informations que je pourrais fournir et s'il y a des questions, nous sommes disponibles pour pouvoir répondre à vos questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Yansan, and we're really praying for you and we are with you, just like Dr. Moweti said, and we know that Guinea will receive all the support that you require to fight the outbreak. So now over to you, Dr. Ngonda Sasa from Zambia. Do tell us the research that you have conducted on genome sequencing on the new COVID-19 variants in Zambia. And just as a reminder to our journalists, please, the translation, the interpretation icon is at the end. It's at the bottom and it's in the shape of a globe. Please click there and choose the language of preference. Over to you, Dr. Sasa.
Thank you very much. Good morning, everyone, and I'm pleased to be able to share with you what some of the works that we have been doing in Zambia. Since the first case was reported in March of 2020 of COVID-19, we have been doing quite a significant amount of diagnosis, and after that, we experienced a surge in cases around July and August of 2020. And at that time, we had quite a number of cases, and we were able to begin carrying out whole genome sequencing at the beginning of September of 2020. And we continued, we had about close to 200 sequences by the end of the year. And then we realized that there was actually a sudden drop. We're very excited that the cases were actually going to drop to zero. I think by the time we're getting to November and December, we were actually putting down our tools. And then we suddenly noticed a sharp rise in cases of COVID-19. The increase was sort of gradual increase, but in this case, we had quite a sharp rise in cases. And then one thing that we were actually concerned about was the fact that when contact tracing started by the Ministry of Health, we noticed that we were getting too many positives among the contacts that were being followed up from the positive cases. So that also made us realize that we could be dealing with something different from the original virus that we were dealing with. And that's what prompted us to relook at the protocol for sequencing. So we decided to actually move ahead and deal with the most contemporary cases of COVID-19 to look at the whole genome sequence. And we got samples from from the beginning of September December up to about a day or so before Christmas. And we ran those samples, and we had a run of about 23 whole genomes. And we discovered that 22 out of 23 of all the whole genomes were actually the variant that was associated with the South African outbreak. So from there on, then we actually got another sample of about 23 sequences last week, and we ran them. We found out that actually, again, nearly all of them were of the South African associated variant. So we are a little bit concerned with the new trend, and I think so far, I think we may be dealing with the variant for this during this second wave. So I think that's what I can share with you at the moment. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Sasa. So now that we've heard from all our panelists, it's now your time to ask your questions. And to do this, remember that you can use the question and answer function at the bottom of the Zoom application. And please remember that you will need to provide us with your name and the news agency that you represent to have your question asked. And we can only take one question per journalist because of the volume of questions that we have. You'll forgive us for that. And please also indicate to us if you would want to go live. And for that matter, I'll start with Naftali Mwaura from Shinwa. Please go live and answer your question and ask your question. Okay, so if Naftali is not going live, I'll ask a question. And the first question is, in case, what is the magnitude of the Ebola crisis in Africa, and has it impacted the COVID-19 fight? And this goes to you, Dr. Moeti. And the second question will go to you, Dr. Moeti, and Dr. Yassan from Guinea. Do you foresee a prolonged Ebola crisis in the continent, and we have robust mitigation measures in place to avoid a large-scale pandemic? Over to you, Dr. Moeti.
Okay, thank you very much for those questions. So first of all, what is the burden of Ebola? So as we introduced in our remarks, supplemented by Dr. Yan San, we have in the DRC, the Ebola outbreak started on the 7th of February. It was a week before the case was discovered in Guinea, in fact. And there have been there so far 4 confirmed cases, including 2 deaths. And there are links. So the first case, in fact, was the wife of a survivor, somebody who had been involved or infected in the previous outbreak. And so far, these are the cases in terms of number. So of course, there may be a small number of cases, but it then demands quite a significant number of tracing of contacts. Quite a large number of people might already have been in contact with these people. In this case, there have been 370 contacts identified, and because people move around already in 4 health zones in the DRC, and work has been done to start vaccinating people. I think we provided with Dr. Yan San the situation in Guinea, that there have been so far 7 Ebola cases, and work is ongoing then to trace their contacts as well. I think he provided the data that 200 or more contacts have already been traced, and they're working now on getting the vaccine. So of course, this we would not have chosen to have Ebola cases and Ebola outbreaks arising in the middle of the challenging situation of responding to the COVID-19 pandemic. But it also gives the opportunity to achieve synergies between what is being done to address both of these pandemics. Certainly, the work on the COVID-19 pandemic had already benefited from some of the capacities built in both of these countries in responding to Ebola, and work is going to go on to make sure that we respond to both adequately. Where there's the opportunity to link up the interventions, we do so, particularly building up the capacities. Clearly, where there is need to have inpatient cases, it has to be assured that the infection prevention and control happens so that those who are being treated for Ebola are not combined with those that are being managed for COVID-19. So it does make an added demand on the health system. But I think we can rely on the fact, and Dr. Yan San referred to it, that the very difficult experiences of the past have instituted the building of capacities. Some of the mechanisms being used, the incident management, the leadership, the coordination, communication with capacities, that kind of outreach, the infection prevention and control, which was very strongly deployed for the Ebola outbreak in both of these countries, stand the situation in good stead. It's not easy to say how long we expect an outbreak to last. Clearly, we think it's not likely at all that we will have a similar situation in Guinea and the neighboring West African countries as happened in the past, because capacities have been built up not only in Guinea, but also in countries like Sierra Leone, Liberia, and as Dr. Yan San was saying, the work of talking to each other, exchanging information between the countries has already started. So we've seen a very rapid response in both countries, building on previous experiences, and we anticipate that these outbreaks can be brought under control as soon as possible. Thank you very much, Dr. Maweti. Dr. Yan San, could you also give us some insight from Guinea to what the journalist asked, if you foresee... Ce que nous pouvons juste ajouter par rapport aux déclarations de la directrice régionale, c'est que nous allons pouvoir mutualiser un peu les efforts et les moyens qui étaient déployés pour la COVID. Nous allons essayer de mutualiser les mêmes organes pour essayer de prendre en charge la nouvelle situation avec Ebola dans notre pays. Donc, toutes les commissions qui étaient là, les structures de prise en charge qui étaient dans le pays, parce que
nous avons eu quand même la chance, avec la première vague de Ebola, de renforcer non seulement les structures de prise en charge, mais aussi les structures de coordination. Il y a un centre d'opération d'urgence actuellement fonctionnel dans tous les districts du pays. Il y a des laboratoires qui peuvent faire le diagnostic à tous les niveaux, aussi bien pour Covid que pour Ebola. Donc, c'est le même personnel de santé. Nous allons juste essayer de renforcer les capacités là où il y a des situations, des réactifs qui nous manquaient. Ces réactifs, grâce à l'appui de l'OMS, ont été rapidement commandés. Nous avons aussi une très bonne collaboration avec l'équipe de RDC. Pendant leur phase de vaccination, les Guinéens ont été pour vacciner dans ces zones. Et aujourd'hui, nous utilisons les protocoles utilisés en RDC actuellement avec les nouvelles molécules pour pouvoir les utiliser, les appliquer en Guinée. Donc, cette collaboration d'abord entre la RDC et la Guinée est une très bonne voie, aussi bien pour les médicaments, pour les vaccins. Et l'OMS nous aide à assurer une très bonne coordination. Toutes les dispositions ont été prises également au niveau des organes de régulation pour pouvoir délivrer des autorisations de mise sur le marché de ces nouvelles molécules, etc. Donc, on peut dire concrètement que cette fois-ci, nous sommes prêts. Il y a une bonne collaboration entre les pays. Ce qui nous manquait, c'est les capacités de séquençage pour savoir exactement les nouveaux variants concernant ce Ebola. Mais avec la collaboration avec le Sénégal à travers l'Institut Pasteur de Dakar, ce problème également est résolu en attendant que nous ayons des réactifs pour prendre en charge. Donc, pour nous résumer, on peut dire qu'on fait vraiment une mutualisation de tout ce que nous avons en ressources humaines, matérielles et financières pour que les deux épidémies, nous puissions continuer leur prise en charge. Heureusement que sur le plan de la COVID, la Guinée n'a pas connu de deuxième vague comme dans d'autres pays. Le nombre de décès reste toujours pas très élevé. On a eu moins de 100 décès hospitaliers depuis le début de cette pandémie. Et le nombre total de cas depuis un an est autour de 15 000 cas qui sont repartis sur l'ensemble du pays et dont la gestion est rigoureusement assurée. Merci. Okay, glad to know that Guinea is actually quite well prepared. We are also confident that things will go well in Guinea. So now I'll go to you, Aaron Ross from Reuters. Please go live with your question. Thank you very much. D'abord, une question pour le Dr. Janssen. Juste par rapport au vaccin, est-ce que c'est pour clarifier sur les vaccins qui étaient déjà dans le pays, est-ce que vous confirmez qu'il y avait des vaccins mais qu'ils étaient périmés et c'est pour ça qu'on attend les vaccins qui viennent de Genève? Et est-ce que la Guinée a assez de capacité de réfrigération pour les vaccins, pour Ebola et aussi pour COVID-19? And just a quick question for Dr. Moeti, if I can, just to have a reaction to the recent study about the Pfizer COVID-19 vaccine showing that the South African variant reduces antibody protection by about 2/3. On peut répondre d'abord à cette première question concernant les vaccins qui étaient en Guinée. Effectivement, avec les premières vagues d'épidémie de la maladie à virus Ebola, on avait vacciné, il y avait un lot de vaccins qui étaient restés, mais la date de péremption était arrivée, ces vaccins étaient arrivés à expiration au mois de décembre. Donc, il n'y avait plus de vaccins en Guinée. Mais l'OMS, la Guinée a rapidement fait une requête à l'OMS, ce que je vous avais annoncé. Au mois le dimanche prochain, nous allons recevoir ces vaccins et la vaccination pourra commencer directement dès le lundi. Nous avons fait déjà une évaluation des capacités de chaîne de froid que nous avons pour recenser tous les réfrigérateurs moins 80 degrés qui existent dans le pays. Les quantités qui sont annoncées, pour le moment, nous pouvons les recevoir sans problème et les stocker et les utiliser au besoin.
Merci. Okay. Yeah. Aaron, you had another question? Yeah, just a quick question about the Pfizer vaccine. There was a recent study, I think a study from yesterday, showing that antibody protection was reduced by about 2/3 for the South African variant. Is that a concern for WHO, and what steps do you plan to take in response? Okay, I'll have Can you that. please repeat the question? Sure. I think there was a study showing that for the Pfizer BioNTech COVID-19 vaccine, it suggested that the South African variant of the coronavirus may reduce antibody protection by about 2/3 for that vaccine. What steps do you plan to take in response to that? Is that a concern, given that the rollout of the Pfizer vaccine should take place soon in South Africa? Thank you for that question. In fact, I wasn't aware of this latest information. Of course, it's always our hope that each of the vaccines would be optimally effective against various variants that emerge. But I think that the reality of the matter is that simply is not the case, as we've started to see with the South African vaccine. So the authorities in South Africa, ourselves at WHO, would need to look at this and see what are the implications then in terms of deploying this vaccine, because as you know, they've already paused on using the AstraZeneca vaccine. They have received and started vaccinating healthcare workers today with the Johnson & Johnson vaccine, which is the data supports will perform well in South Africa, including against this variant. So I think, of course, it is unfortunate if that is a situation. What needs to happen is to look at the data and determine in balancing the benefit of using this vaccine against the risk that it might be, then a lot of effort, expense for not much in the way of gain in terms of immunity, and decide. Luckily, there is a range of vaccines available, and what we will do is work with the national authority to understand the implications of this and see what then they need to do in adjusting to this new information. Yeah, with everything changing all the time. I would just also like to mention that we have with us Dr. Gay Salam, the Regional Director for Emergency Preparedness and Response with WHO. We also have Dr. Richard Mihigo, the Coordinator for Vaccine Preventable Diseases at the WHO Regional Office for Africa. We also have Dr. Nixie Gumede, the Regional Virologist, and they will answer some of these questions. So now to you, Dr. Gumede. We have the first question from a journalist from Kenya. She's Sharon Kiburi, and the question says, what is the next step for addressing the COVID-19 variant in African countries? And the next question will be to you, Dr. Richard Mihigo. What happens if some countries don't vaccinate according to the stipulated guidelines? Over to you, Dr. Gumede. Fiona, thank you so much for the question. And then I just want to assure the journalists and the continent at large that WHO is working tirelessly to increase the sequencing capacity in the region. And we can even applaud the progress that has been made so far. As you know, that by the end of 2020, we only had a couple of laboratories that were engaged in the producing of the sequencing data. But as of today, if we can say that we are actually at about 30 countries, more than almost like 50% of the entire laboratories within the continent that are engaged in the increasing of our genomic surveillance. So yes, we are working tirelessly to increase. We are coming with a very aggressive strategy. As we can see, there is a need that we need to know the information from each and every country of what is happening in terms of the new variant that is circulating in the region, for them to be able to know what step they need to take in terms of the usage of the vaccine. If they have to rely on the genomic information, then we need to to work even more harder. So there are sort of like actions in place that are ongoing as far as the increased expansion of genomic surveillance in the continent is concerned. Thank you.
Thank you very much, Dr. Gumede. Dr. Salam, before we get to Dr. Mihigo, would you like to add something onto what Dr. Gumede has mentioned? Thank you very much. Related to the Pfizer vaccine and the study that discovered that the antibody is less efficacious, just to notice that it is a laboratory study, and sometimes the laboratory may be reflected in clinic, or sometimes also it may be different. So WHO will collaborate with those who made the study to have the data, the complete data, and see if it is real. And if it is real also, some other study would be necessary than going to be clinical study. Over to you. Thank you very much. To you, Dr. Mihigo. What happens if some countries don't vaccinate according to guidelines? Yeah, thank you very much, Dr. Tuhebwe. Let me also go back to the same question raised by the Reuters journalist and maybe provide a bit more clarification on what he said. Clearly, that study shows that the level of the neutralizing antibody response against the new variant, it was not only for the South African variant, also for the UK, those responses were a little bit blunted, but the level of the antibody response was still enough. But as we know, the response is not only looking at the antibody, the neutralizing antibody. The same study found that the T cell response, because we have both the humoral and this cellular immunity response, the T cell response against the new variant were still very high and maintained at a very high level, which really is compatible that this vaccine will definitely continue to provide some protection against both the Kent variant as well as the South African variant. I think it's very important to put things into perspective when we are reporting on these data. Now, with regards to what will happen if countries don't vaccinate according to the guidelines, I think it's important. It's important that countries really do follow the guidelines. And this is, for instance, linked to the number of when to administer the second dose after the first dose, to really make sure that the interval between the doses are well respected. Secondly, that there is no interchangeability between one vaccine to another when it comes to one dose to the second dose. And we really urge countries that introduce the vaccine to strictly follow the recommendation to ensure that we can get the full benefit of this vaccine for those who are receiving them. Thank you, Fiona. Thank you very much for bringing a lot into perspective, Dr. Mihigo. Now I'll go live to Dennis Delport from Media 24 in South Africa. Please ask your question. Thank you so much for the opportunity. My name is Dennis Delport from Media 24 in South Africa. My question is for Dr. Moeti. I would just like to know, what is the stance of the WHO on the South African government pausing the rollout of the AstraZeneca vaccine due to concerns that it won't work against the SA variant? And please, can you also provide, if the South African government gave you some information, what will happen to those 1 million doses that was delivered a few weeks back in the country? Thank you. Okay, thank you very much. We actually found it understandable that the South African government wished to pause and understand the situation better, and in fact took action then to acquire doses of a different vaccine, given the predominance of this variant that is circulating in the country. As I said before, what we have had the advice of a strategic advisory group of experts convened by WHO, who provided general advice to countries to continue to use the AstraZeneca vaccine, even if variants were circulating. However, we've noted that this is a country in which this variant is the predominant variant in the situation of quite severe second wave,
with many deaths occurring, and with the fact that there was still a need to understand better the efficacy and the performance of this virus, including the fact that the study had been relatively limited in size, and it would be good to get some data. So they paused the use in a general way of the AstraZeneca vaccine. They are going to deploy it in very limited controlled conditions to support the acquisition, the generation of more data on its efficacy, especially as relates to older people with the potential to have severe forms of the disease. So as I said previously, we provide advice that having this variant circulating in a country does not necessarily mean that the AstraZeneca vaccine will not be of any benefit whatsoever. However, a country needs to carry out its benefit and risk assessment and see whether it decides to go ahead with this variant. South Africa decided to pause for the moment, use it under limited conditions to generate more data and to look for alternatives. So these are some of the factors that need to be taken into account as these decisions are being, as the options are being weighed up and decisions are being taken. The South African government has offered to donate the vaccine supplies, and I'm not sure of the details in terms of whether it's going to be all of it, to countries where this, to other African countries. So we found this a very, admirable, reasonable gesture and action of support to African countries where the variant may not be circulating at all, and we have had several countries manifest an interest in benefiting from this offer who do not have this so-called South African variant circulating, or where it is circulating but at a relatively low level of prevalence in these countries. I do not know all the details and how this vaccine is going to be distributed exactly. We did, as WHO, send the word around to our member states because we're in constant communication with them through our country offices, and about 12 countries in the end manifested an interest in benefiting from this support from South Africa. Again, thank you, Dr. Moeti. Now we get back to you, Dr. Mohamed Yansan from Guinea. We have a question for you that says, where did patient 0 with the Ebola virus come from in Guinea? Merci. Alors, le premier patient que nous avons, qui est notre cas index, il vient de la région de Zérékoré, plus précisément dans la sous-préfecture de Guéké. Guéké, donc, c'est une localité qui est donc située à 40 km de la région de Zérékoré. Zérékoré même est à près de 1000 km de Conakry. Donc, c'est de là que le premier cas index que nous avons est arrivé. Donc, ce sur quoi nous travaillons actuellement, et ce n'était pas vraiment la première priorité, mais maintenant que la situation commence à se stabiliser, on a constitué des équipes mixtes dans le cadre du One Health entre le ministère de la Santé, le ministère de l'Élevage et le ministère de l'Environnement, pour aller faire des investigations sur le terrain pour essayer de voir si on peut avoir une idée sur l'origine même de cette affection. Est-ce que c'est à partir de la flore ou de la faune sauvage? Parce que apparemment c'est une zone où il y a quand même toujours un marché d'animaux sauvages. Nous allons explorer donc de ce côté d'une part. Mais aussi, c'était de voir est-ce qu'il y avait des anciens survivants Ebola dans cette région, parce que c'est une région qui a été anciennement atteinte par Ebola. Donc là, les investigations sont en cours, on ne va pas aller trop vite en besoin, mais ce qui est évident, les investigations sont en c'est ce qu'on peut dire pour l'instant sur l'origine de ces cas-là. Donc, tous les cas, 7 cas, les
Les 6 sont concentrés là-bas. Le seul malade qui a pu échapper de cette région pour Conakry est pour le moment hospitalisé à Conakry et tous les contacts qui sont pistés et sont sous suivi. Merci. Okay, thanks again for bringing us into that information. And now for you, Dr. Mihigo. This is from Nolo Mokotedi from the Asahi Shimbun. Dr. Tedros said in a statement that 130 countries have yet to administer a single dose of the COVID vaccine. Which of these are the African countries, and what's the main reason why they are unable to administer vaccination? Okay, thank you, Dr. Tuebwe. Well, as we know, unfortunately, the vast majority of countries have not yet started vaccination on the African continent. Out of 54 countries that we have on the continent, we have, let's say, 7 countries that started already some form of vaccination. Those are Morocco, Algeria, Egypt, Seychelles, Mauritius, Rwanda, and since yesterday, South Africa. We are hoping to see the beginning of the vaccination drive today in Zimbabwe, which will bring the number at 8. So as you can see, we are still at a very low number. But the good news is that with the announcement of the authorization for emergency use listing that was granted to the AstraZeneca vaccine, the COVAX facility will be able to start the rollout of this vaccine to all the countries in the coming days. So I think there is a very good promise that we are now going to see all the countries in the region starting to vaccinate their priority risk and moving towards this quite very good goal of starting the vaccination in all countries in these first 100 days of the year. Quite optimistic, isn't it? And now this is for you again, Dr. Moeti from Baije from China, from the China Central Television. The Chinese government has begun the donation of COVID-19 vaccines for many African countries. Some African leaders, like the Equatorial Guinean president, mentioned that only China offers help for his country. What is your opinion on this issue? Yes, thank you for that question. No, I think that every support of another country offering donations of vaccine to others is, of course, an action to be applauded. It's an action to be admired. And what we would appreciate as WHO, as you know, WHO has a service for reviewing the data on the vaccines and being able to make a determination in terms of efficacy and probable impact in countries, and therefore to issue an emergency use licensing or listing that enables countries then to fast track their own regulatory authorization for using that vaccine. So we would hope that these are vaccines whose data has already been shared with WHO. I'm aware that some of the Chinese produced vaccines have already been looked at by WHO. I consider that this is a real gesture of solidarity, of support for other countries. We would welcome as WHO to be a part of supporting it by being availed with the data so that we can inform our member states, hopefully going beyond countries like Equatorial Guinea, and then facilitate their being able to then quickly make the decisions about the regulatory licensing so that the vaccine can be deployed. I think this is something that is very positive. Okay, so next we go to you live, Gabi Steinhauser from the Wall Street Journal, to go live with your question. Hi, thank you. I just wanted to check when you expect the results of the genome sequencing of some of the new cases of Ebola virus in Eastern DRC to confirm whether the new cases are linked to the previous outbreak. Thank you.
sorry, were you able to hear my question? Okay. I did hear your question, and in fact, the results have been obtained, and there is a link between this case and the previous outbreak that happened in the North Kivu in the DRC. Thank you. Excellent. So now the next question goes to you, Dr. Gay Salam, and this is from Ghana, from Sani Abdul Rahman with a Ghana fact. There is a viral claim in Ghana suggesting that hydrogen peroxide as an immediate protection against coronavirus. How true is this, and what's WHO position on the use of hydrogen peroxide for COVID purposes? Thank you very much. So far, the study does not prove that, the studies that are available. And as WHO had already said, in all countries, if there is a reasonable reason to believe that one product is effective against coronavirus, we are ready to support them for a study. But for the time being, there is no evidence that supports that affirmation. Over. Okay, thank you. We are scientists and we use science, evidence-based information. The next question is back to you, Dr. Yansan from Guinea, and this is from BBC, from Peter Mai. And he says, Guinea was using the Sputnik 5 vaccine on an experimental basis. How many people were eventually vaccinated, and has the country had any findings from that or made any decision on using the vaccine for mass rollout? Oui, effectivement, nous avons reçu à titre expérimental 60 doses de vaccin Sputnik V. Ces 60 doses ont été utilisées au niveau de la Guinée. Pour les 2 doses, toutes les personnes qui ont été vaccinées sont suivies. Il n'y a pas eu d'effet secondaire. Et nous sommes même en négociation actuellement avec la Fédération de Russie, où la Guinée vient de commander 400 000 doses de ce vaccin, qui, à notre avis, a été un vaccin qui a été très bien toléré. Il est déjà même enregistré par notre autorité de régulation. Avant la fin de ce mois de février, il y aura donc 400 000 doses de ce vaccin qui sont livrées à la Guinée. C'est des achats que le gouvernement a fait directement. Nous avons également une promesse de don de 400 000 doses de vaccins qui vont venir de la Chine et 1 020 000 doses qui viennent de l'initiative COVAX avec AstraZeneca. Donc, ces 3 vaccins sont déjà enregistrés dans le pays. Un plan de déploiement de ces 3 vaccins est déjà actuellement en cours. Et nous pensons qu'avant la fin de ce mois de février, les activités de vaccination vont effectivement commencer. Thank you. And as we wind up, Dr. Richard Mihiga will ask you to also weigh in on that Sputnik question for Equatorial Guinea. But while at it, I'll also give you this question from Jeff Kapwemba from the Southern Times. How much are countries supposed to charge for each of the recipients of the vaccine for the 2 regimes? And there are concerns over the efficacy of the vaccines, with some people claiming that it leaves those injected with side effects. Could you also clarify this? Yeah, thank you, Dr. Tuhebwe. With regard to the first point on charging the population for the vaccination that are currently being administered, I think to our knowledge, we have not yet heard any country that is doing so. For the vaccines that are going to be
sent to the country through the COVAX facility initiative, these vaccines have been provided to the country free of charge. And clearly the expectation and the commitment we have seen from all the countries that have subscribed to the COVAX facilities to deliver those vaccines free of charge. So we have no information whatsoever on how much these vaccines are going to be charged. And this is something that will definitely discourage, because it will exclude most vulnerable people. And as we know, we are really fighting for an equitable distribution of the vaccine across all the countries. Now, with regard to the side effect, and I think Dr. Moeti, Regional Director, insisted on this at the beginning, saying that all the vaccines that are currently being used and currently being considered to be distributed through the COVAX facility, those vaccines go through a very rigorous evaluation process that looks at the safety first and foremost of these vaccines, as well as on their efficacy. And it's clear that before an emergency use listing authorization is provided, all of these different elements are checked quite very strictly. Now, when the vaccines are being rolled out, WHO supports also countries to set up a more improved and robust pharmacovigilance system that will detect any potential adverse event following immunization, and try to understand if there are any direct link between the side effect and the vaccine itself. So it's important to mention that this has been quite an area where we have been insisting on countries to support this particular element. And so far, for the countries that have introduced the vaccines, the one I mentioned before, I think we have not yet heard any particular concern in terms of side effect of the vaccine. So I think so far, I think we believe that these vaccines have been rolled out quite in a very secure manner, and the system that have been put in place in the different countries for strengthening their monitoring system for the pharmacovigilance, all of that are going to put country in a position where they can assess in a bit more secure manner the true effect of this vaccine on the population. Thank you very much again, Dr. Mihigo. Time runs really fast and we are coming to the end of this virtual press conference, but only to reassure you, journalists, that for the questions that you've asked in French, that questions that have kept coming in this process, we shall have Dr. Mihigo, Dr. Salam, and our WHO representative of Guinea remain on this call to be able to answer your questions even when we are done. So now in the last few minutes, I'll turn to our three panelists to each give us a minute of their parting shots. And I'll start with you, Dr. Ngonda Sasa. Yes, thank you very much. We are really trying hard to make sure that we continue with this surveillance. We're going to make it a routine surveillance with our other collaborators, and want to also see how widespread in the country the variant is. And also we'll try and go back and see if we can estimate the earliest introduction of the variant into the country. I think those are the main issues that we'd like to do, and also try and look into the vaccine issue and how this genomic sequencing can help in terms of policy. Thank you very much. Yeah, and indeed, we are looking forward to getting that data and also using it for further decision making. And over to you, Dr. Yassan, for your final words. Merci, Madame. Donc, pour terminer, nous tenons à saluer très sincèrement cette initiative de l'Organisation mondiale de la santé pour avoir organisé cette conférence pour éclairer sur les derniers développements de cette épidémie, la maladie à virus Ebola en Guinée. Nous saluons très, très sincèrement tous les appuis que le pays vient d'avoir de la part non seulement de l'Organisation mondiale de la santé, mais de toute la communauté internationale
pour aider la Guinée à assurer la prise en charge de cette nouvelle épidémie. Saluer également la coopération régionale qui a existé entre la Guinée et la République démocratique du Congo en termes d'échange d'informations sur les molécules, sur les vaccins, sur les protocoles. Ça a été quelque chose d'extrêmement important pour nous, facilité avec l'Organisation mondiale de la santé. Les pays voisins aussi qui entourent la Guinée, nous sommes en contact régulier avec eux en termes d'échange d'informations, de coopération, parce que dès qu'on parle d'Ebola, il y a des symptômes qui naissent partout, mais heureusement, toutes les personnes qui ont été testées aussi bien en Guinée qu'aux alentours de la Guinée se sont révélées négatives, ce qui est déjà un très très bon signe. Et enfin, nous voudrons rassurer la population aussi bien en Guinée qu'à travers le monde que les premières expériences que nous avons eues avec les premières épidémies vont nous aider sérieusement pour contrôler à nouveau cette nouvelle vague. Merci à vous tous pour l'attention que vous avez pu accorder à cette conférence. Merci. Thank you very much. And to you now, Dr. Moeti. Yes, thank you, Fiona. First, I'd like to commend my two co-panelists. So starting with Dr. Sasa, congratulate you really for the initiative on building up the gene sequencing in response to the observation that you'd made about the evolution of the pandemic in Zambia. That was really great. And the collaboration between animal health and human health is also to be celebrated. So we will be working with you and very interested in accompanying what you are doing in the country. And just to say to Dr. Yansan, oui, je suis très heureux de vous revoir, le docteur Yansan, et félicitations aussi à la Guinée pour avoir bâti de l'expérience de la première épidémie de l'Ebola pour être en mesure de répondre si rapidement, mobiliser toutes les capacités. Et nous savons que ce sont des experts guinéens qui ont beaucoup appuyé la RDC et je suis très contente qu'il y a maintenant ces échanges entre les deux pays. And then just finally to say that the example that we've seen from especially Guinea is a reminder that we are having to manage several situations at once. We didn't talk this time about the fact that not only are there other outbreaks happening, but there is a need to continue to provide health services to the population and do so in a way that people feel confident that when they go to a clinic, they will not be exposing themselves to Ebola or to COVID-19. And we look after people's health in a very holistic and comprehensive way. And to just finally say that we've arrived at the moment now when African countries are going to be in a couple of weeks. I anticipate receiving the significant supplies of vaccine, and we'll be very pleased to continue to work with them and start the process of protecting the population, starting, we believe, with healthcare workers, because they're so essential to supporting everything else that is happening, and they have been severely affected in some countries. And we will continue this process of accompaniment, working with other partners, but we reiterate the message to our communities that the vaccine is not going to solve this problem tomorrow. We must continue at our individual level in our families with the prevention measures, wearing our masks, keeping our distance to the degree that is possible, and maintaining those hygiene practices. And WHO and our partners are there to support that as well. Thank you. Thanks again, Dr. Moeti, and all our panelists, and to you, the journalists who joined us. We really appreciate, and we don't take your time for granted. And I'll now hand you over to Dr. Mihigo, Dr. Salam, and the WHO representative for Guinea, Dr. Kizebo, who will all remain behind to answer the multitude of questions we've had flowing in from the French side. Thank you very much. Thank you.
Donc, bonjour à tous les journalistes qui sont là, francophones. Donc, comme annoncé tout à l'heure, nous allons prendre les questions. On a une liste de questions qui est déjà arrivée, donc on va aller au fur et à mesure. Juste pour confirmer, est-ce que Dr Mihigo, Dr Kizerbo, vous êtes tous en ligne? Dr Keita, Mouri Keita? Est-ce que vous m'entendez? Je suis Kizerbo de Conakry, je suis en ligne. D'accord. Dr Mouri Keita, êtes-vous en ligne? Oui, Dr Mouri Keita, je suis en ligne. Merci, Khadija. Donc, merci à tous. On va commencer. Je vais citer les questions au fur et à mesure et puis parmi les panélistes, vous pourrez les prendre en fonction de la spécificité de la question. Kerma Souleymane Diallo de Guinea News. Il voudrait savoir si le vaccin arrive directement à Sérékoré, que la vaccination contre Ebola commence dès le lundi, dès lors que l'arrivée du vaccin était prévue la veille. Donc, c'est une question pour le docteur Kizerbo. Oui, le vaccin arrivera à Conakry et sera transféré immédiatement sans délai sur le site des opérations à Sérékoré. Et les opérations de vaccination ont été anticipées, en particulier avec la formation des équipes de vaccinateurs et la préparation logistique. Donc, afin qu'il n'y ait pas de délai entre l'arrivée des vaccins et le début des opérations sur le terrain. Donc, les vaccins vont être transférés immédiatement à partir de Conakry sur le site des opérations dans la région de Sérékoré. D'accord, merci, monsieur le représentant. Docteur Mouri Keita, je vais vous poser cette question de la part de Ibrahima Keita, qui est journaliste au bureau de presse de la présidence de la République de Guinée, et également du site letriumphenews.com. Donc, Ibrahima Keita voudrait savoir, en plus de la COVID-19, la fièvre à virus Ebola refait surface. Qu'est-ce que l'OMS envisage pour freiner cette maladie qui a déjà fait des milliers de morts en Afrique? Merci beaucoup. Je pense que, comme l'a déjà mentionné la directrice régionale, le directeur des urgences, Dr Salam, et le représentant également, je pense que l'OMS a fait beaucoup d'efforts dans ce sens. Concernant Ebola, et donc déjà il y a une capacité, le représentant vient de mentionner toutes les capacités qui existent déjà dans le pays et les avancées, les préparations pour le vaccin, déjà tout est déjà en place. Alors je pense que contrairement à d'autres pays, la Guinée n'a pas fait face à une deuxième vague de Covid, donc ça aussi c'est un avantage qu'il faut mentionner. Donc ça n'impacte pas les opérations de la réponse Ebola. Et concernant également la RDC, et oui, c'est vrai, il y a eu une deuxième vague, mais également le pays a pu gérer les deux épidémies concomitamment. J'étais en RDC au niveau de l'Équateur comme incident manager pour la réponse, mais nous avons fait face également et à Ebola et au Covid. On a pu arrêter l'épidémie en Équateur et également on a pu gérer efficacement COVID-19. Donc, les pays ont des capacités et je pense qu'on construit sur ces capacités et pour les accompagner afin de répondre efficacement aujourd'hui dans la région africaine. À vous. Merci, docteur. Avant de continuer, juste, docteur Keita, il y avait une autre question de M. Liester Guinea de la radio algérienne. Est-ce que vous pouvez brièvement nous faire le point sur la situation de la dernière évolution d'Ebola sur le continent africain, notamment en Guinée et en RDC à ce jour? Oui, globalement, je pense que à l'heure actuelle, le continent africain fait face à deux épidémies d'Ebola. Donc, une épidémie en RDC et une épidémie en Guinée. Donc, l'épidémie en RDC fait déjà 4 cas. Et bon, comme on le sait, l'épidémie de la RDC est liée à un survivant. Donc, le premier cas, c'est la femme d'un survivant et donc certainement une contamination à travers un virus persistant.
Donc, c'est ce que les premiers résultats de séquençage, parce que je vais mentionner qu'il y a eu déjà le séquençage qui a montré que effectivement le virus de la dame est lié à un virus persistant compte tenu du nombre de mutations qui est très faible et donc lié à la chaîne de 2018. Donc ça a déjà été prouvé en RDC. Et en Guinée, je pense que déjà l'échantillon, le docteur Yassane a mentionné tout de suite que l'échantillon va être acheminé à Dakar pour le séquençage. Et donc là également, on pourra voir exactement comment se présente. Mais le représentant l'a mentionné déjà, il y a des équipes qui sont sur le terrain, les investigations sont en cours. Donc, pour le moment, pour la Guinée, on ne peut pas dire grand-chose sur la source réelle de ce virus-là. Mais une fois encore, ces deux épidémies sont en cours et la région africaine, le programme des urgences de l'OMS apporte tout l'appui nécessaire aux différents bureaux pays et aux différents gouvernements pour répondre rapidement, contrôler rapidement ces deux épidémies. À vous. Merci, Dr Keita. Dr Mihigo, une question de la part de Idiatou Kamara de Radio Environnement Guinée. Elle voudrait savoir le vaccin qui est prévu. Est-ce que toutes les populations africaines pourront en bénéficier? Est-ce que le vaccin est gratuit? Et surtout, elle est préoccupée par rapport au niveau de vie des populations. À vous, Dr Mihigo. Okay, merci. Je pense, si j'ai bien compris la question, il s'agit des vaccins contre la COVID, n'est-ce pas? Oui, oui, Dr Mihigo. OK. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans la partie anglophone de l'intervention, tous les vaccins qui seront fournis à travers l'initiative COVAX sont des vaccins qui vont être délivrés au pays gratuitement. Donc, c'est clair que nous espérons que les pays vont également, et d'ailleurs, ça a été l'engagement de la plupart, sinon tous les pays, de donner ces vaccins de manière gratuite à toute la population. Il est vrai que nous n'aurons pas suffisamment de vaccins dans un court terme pour vacciner tout le monde, d'où la nécessité d'avoir cette priorisation en fonction des risques, mais également des groupes prioritaires. Nous avons édicté des directives, des normes pour aider les pays à faire ce choix dans la catégorisation des populations à haut risque, ceux qui devront recevoir le vaccin en premier lieu, etc. Donc, tout est mis en œuvre pour que les populations à haut risque, mais également les agents qui sont sur la ligne de front pour lutter contre la COVID, puissent recevoir ce vaccin dans les meilleurs délais. Et au fur et à mesure que les doses seront disponibles, et ça, ce n'est pas uniquement une question au niveau de la région africaine, mais c'est une situation malheureusement au niveau global où l'offre des vaccins est fortement insuffisante par rapport à la demande qui existe actuellement. Donc, au fur et à mesure que nous aurons des vaccins, et nous prévoyons, en tout cas à travers l'initiative COVAX, d'avoir autour de 600 millions de doses d'ici la fin de l'année 2021 pour couvrir environ 20% de la population, qu'une grande partie des personnels de santé, des personnes à haut risque pourraient être déjà couverts par cette première tranche. D'accord. Juste pour préciser, Idiatou, que Dr Mihigo a également fait allusion à une autre question qu'elle avait par rapport aux populations prioritaires pour les vaccins. Est-ce que vous voudriez juste rajouter ou c'est bon, Dr Mihigo? Non, c'est exactement ce que j'ai dit par rapport aux populations prioritaires. Pour le moment, les guides privilégient effectivement d'abord commencer par les agents de santé qui, malheureusement, nous l'avons vu avec les données actuelles, ont été disproportionnellement affectés, que ce soit en termes de nombre, mais également en termes de décès par rapport à la population générale. C'est ces gens qui sont sur le front, qui sont en première ligne pour lutter contre la maladie. Et en dehors des agents de santé, la priorisation en fonction des données épidémiologiques actuellement qui montrent que les personnes vulnérables, particulièrement ceux qui ont des comorbidités, sont surtout les personnes qui sont le plus à risque et malheureusement qui meurent avec cette maladie. Donc, ce sera le groupe qui va probablement suivre ou être vacciné de manière parallèle. Donc, nous voulons que, effectivement, les stratégies de vaccination puissent être guidées par les données épidémiologiques et éventuellement
cibler les personnes qui sont le plus à risque pour minimiser l'hospitalisation, mais également minimiser le nombre de décès au sein de la population. Merci, Dr Mihigo. Dr Gueye Abdoussalam, êtes-vous en ligne? Oui, je suis en ligne. D'accord. Dr Gueye, il y a une question de Nicolas Abena de Neo African News du Cameroun. Il voudrait savoir, est-ce que, selon vous, l'OMS a gagné ou a perdu en crédibilité lors de cette crise sanitaire de la COVID? Quel est votre avis? Merci beaucoup. Je pense que l'opinion est que l'OMS a gagné en crédibilité durant cette expérience avec des défis, mais l'a travaillé aussi avec les différents gouvernements à travers le ministère de la Santé. Mais il faut savoir que la lutte contre une maladie, surtout quand cela devient une pandémie, n'est pas du ressort d'une seule organisation, c'est du ressort de l'ensemble du système des Nations Unies et aussi de l'ensemble de la communauté, y compris les leaders d'opinion et aussi tous ceux qui interviennent pour le bien-être de la population. Depuis le début de l'épidémie, sur l'ensemble des pays africains, les 47 pays africains, l'OMS a travaillé pour les aider à mettre en place un système de coordination avec des centres des urgences de réponse à l'épidémie. Il y a aussi des travaux qui ont lié à l'engagement communautaire, la communication, aussi avec la prévention et le contrôle des infections. Nous avons travaillé dans la prise en charge, la surveillance et le développement de laboratoires. Un exemple dans le développement de laboratoires est qu'au début de l'épidémie, il n'y avait que 2 pays qui avaient des laboratoires accrédités pour faire le test COVID. Actuellement, sur les 47 pays africains, l'ensemble des pays sont capables de faire des tests COVID. Aussi, nous avons beaucoup travaillé sur la logistique pour l'achat du matériel, leur transfert au niveau des pays. Nous avons travaillé aussi quant à la logistique technique au niveau des centres de traitement pour que cela n'infecte pas le personnel de santé. Et nous avons travaillé pour la mobilisation des ressources qui ont été transférées d'une manière ou d'une autre au niveau des pays. Et il y a eu des mobilisations de ressources qui dépassent le milliard de dollars qui ont été transférés au niveau des pays. Nous pensons dans l'ensemble que l'OMS a gagné en crédibilité, mais toujours est-il que nous travaillons dans un but d'amélioration et nous allons continuer à le faire ainsi. Au revoir. Merci, Dr Gueye. Monsieur le représentant, Dr Kizerbo, il y a une question qui vient de Guinée, je vais diriger vers vous. Mamadou Aliou Souaré, qui est journaliste à la radio-télévision guinéenne, RTG, il voudrait savoir quelle est la communication adaptée en période de double crise sanitaire, Ebola et coronavirus. Oui, la communication sur les risques est particulièrement importante dans ce moment de double crise. Et même, il y a d'autres urgences que nous suivons actuellement en Guinée, y compris une flambée de cas de fièvre jaune dans la région de Pundara et aussi les opérations de la poliomyélite qui continuent. Donc, c'est un volet très important qui demande à ce que des messages ciblés soient envoyés à différents segments de la population, mais aussi aux décideurs, aux leaders communautaires, aux influenceurs nationaux et locaux, afin de tirer les leçons de la dernière fois où cette question de la sensibilité des croyances socio-culturelles, mais aussi des réticences avait été un moment un frein à la bonne mise en œuvre des plans d'urgence. Donc, cette communication sur les risques est en cours. Nous avons du personnel sur le terrain qui engage les communautés en lien avec d'autres agences comme l'UNICEF, mais aussi les ONG qui sont sur le terrain, la Croix-Rouge, MSF, Alima, Terre des Hommes et d'autres. Nous avons aussi prévu, dans le cadre de la montée en puissance de nos opérations, de joindre des socio-anthropologues qui sont des spécialistes et qui ont de l'expérience aussi bien en Afrique de l'Ouest et en RDC sur l'engagement communautaire et justement cette écoute des populations pour prendre en compte toutes leurs préoccupations et les intégrer dans l'ajustement de la riposte en temps réel.
D'accord, monsieur le représentant, juste pour le citoyen lambda, qu'est-ce que vous lui diriez maintenant qu'il apprend qu'il y a Ebola, il y a Covid, il se demande exactement, pendant la Covid, on lui disait lavez-vous souvent les mains, portez un masque, etc., les gestes barrières essentiels. Et maintenant qu'Ebola a été annoncé dans le pays, qu'est-ce qui va changer dans ces gestes barrières, par exemple, en termes de communication à l'endroit du citoyen lambda? Qu'est-ce que vous lui conseilleriez? Oui, je crois que les mesures d'hygiène sont des mesures dites universelles en santé publique. Donc, l'hygiène vaut toujours dans toutes les situations. Maintenant, il y a des mesures spécifiques pour Ebola et ces messages vont être véhiculés en particulier dans les zones à risque. Ebola est une maladie qui se transmet par contact étroit avec les sécrétions corporelles des malades. Donc, en particulier, parmi les contacts, les familles, les communautés qui sont proches des cas, il y aura de la communication, mais aussi dans la population générale. L'un des messages importants, c'est de ne pas paniquer, mais d'appliquer vraiment toutes les mesures, de consulter en cas de signes suspects comme la fièvre, la diarrhée, en particulier les saignements. Et je pense que ce sont ces messages-là qui vont être véhiculés, mais il faut les traduire dans le mode de représentation des populations et des communautés qui sont touchées afin qu'elles les intègrent avec leur propre sensibilité. D'accord, merci. Docteur Mihigo, une question par rapport aux variants. Youssoufa Amin de Dakar Actu, il explique que récemment, nous avons appris la découverte du variant B1-525 par des chercheurs de l'Université d'Édimbourg en Écosse. Et ce variant, il semblerait qu'il circule dans au moins 13 pays. Est-ce que vous savez si le Sénégal fait partie de ces pays? Est-ce que vous pouvez nous expliquer si ce variant est aussi contagieux ou mortel que les autres? Docteur Mihigo. Ok, merci pour la question. Bon, effectivement, de manière générale, il faudra préciser que, et d'ailleurs, c'est la raison première où nous appelons à accélérer le processus de vaccination, parce que le plus nous aurons à vacciner les personnes, à protéger le maximum de personnes, le plus on va réduire la chance de voir apparaître de nouveaux ou des nouvelles variantes qui vont échapper, je dirais, au système immunitaire classique. Donc, ça, c'est vraiment de manière générale. Alors, par rapport aux nouveaux variants dont on fait référence, effectivement, nous avons appris cela. Beaucoup de pays, particulièrement en Europe, qui ont la capacité de suivre et de faire un séquençage du génome le plus rapidement possible, détectent ces genres de variantes. Nous n'avons pas encore d'informations pour la région africaine dans la circulation de cette variante. Pour le moment, notre système de surveillance a notifié particulièrement les deux variantes importantes, le variant de Kent, ou communément appelé le variant britannique, et celui de variant 501Y.V2, ou encore une fois communément appelé le variant sud-africain. Donc, nous continuons à faire un appui au pays pour le renforcement de la surveillance du génome pour le SARS-CoV-2. Et restons vigilants par rapport à la circulation d'éventuelles autres variantes que ce que nous connaissons pour le moment. Merci, Dr. Mihigo. Dr. Gay, une question du Cameroun. Nicolas Abena, il avait une autre question. Quelle place accorde l'OMS à la médecine africaine en général? À vous, Dr. Gay. Merci beaucoup. La médecine africaine qui rentre dans le cadre global de médecine traditionnelle est une médecine qui est utilisée par une bonne partie de la population africaine. Et l'OMS, depuis très longtemps, travaille à accompagner cette médecine et essayer de voir ce qu'il y a de mieux dans cette médecine pour que les populations puissent continuer à en bénéficier, mais aussi pour éviter certains effets secondaires parfois qui arrivent à l'utilisation de ces médecines ou bien seulement d'inefficacité, et ce qui fait perdre une opportunité aux malades parfois qui ont un traitement efficace dans d'autres médecines.
Il y a au niveau de l'OMS une section qui est chargée de travailler avec les pays africains et aussi avec les praticiens pour pouvoir améliorer la médecine traditionnelle et aussi aider à faire des lois, des dispositions dans les pays pour que la médecine traditionnelle puisse être utilisée dans son mieux et éviter aussi les effets secondaires liés à cette médecine. Over. D'accord, merci. Monsieur le représentant de l'OMS en Guinée, il y a une question par rapport à la lutte contre le VIH. Et donc, Alseni Dalo Bangoura de Guinée voudrait savoir, étant donné que les pandémies de COVID-19 associées à celles d'Ebola sont devenues de véritables défis sanitaires dans le pays, au risque de reléguer la lutte contre le VIH-Sida au second plan, quelle stratégie propose l'OMS pour que les personnes vivant avec le VIH continuent de bénéficier des traitements ARV, par exemple? Oui, cette question est très importante. La coordination de riposte à la COVID, appuyée par tous les partenaires techniques et financiers, en particulier l'OMS, les agences des Nations Unies, mais aussi les initiatives globales comme le Fonds mondial, l'initiative pour la santé maternelle et infantile et l'initiative Gavi, avaient mis en place un plan de continuité des services depuis les premières semaines de riposte à la COVID-19. Donc, ce plan de contingence pour la continuité des services est en train d'être revu pour prendre en compte la pression supplémentaire qui va être mise sur les services de santé, le personnel de santé, avec l'épidémie, la résurgence d'Ebola. Il s'agit de protéger d'abord le personnel de santé en première ligne, de s'assurer que les capacités de ce personnel sont renforcées, mais aussi que les nombres et les effectifs sont suffisants pour faire face à ces différentes urgences en même temps, comme disait Madame la directrice régionale. Pour ce qui est du VIH en particulier, des ajustements ont été mis en place, comme par exemple la possibilité pour les personnes vivant avec le VIH d'avoir des stocks de médicaments pour une plus longue période, parce qu'il y avait cette crainte, par exemple, d'être en contact avec des services de santé, avec un risque de contracter la maladie. Donc, il y a des mesures concrètes qui sont mises en place pour faciliter le suivi des personnes vivant avec le VIH, pour éviter la rupture de traitement à leur niveau et aussi assurer que le personnel est dans toutes les conditions pour continuer tous ces programmes prioritaires, VIH, tuberculose, paludisme, mais aussi les autres maladies transmissibles et non transmissibles, ainsi que la santé maternelle et infantile. Merci, Dr Kizerbo. Dr Mihigo, une question de Didiatou Camara, Radio Environnement Guinée. Est-ce que des statistiques ou études parlent ou non de la vulnérabilité des femmes au coronavirus? Merci beaucoup, c'est une question assez intéressante. Les statistiques que nous avons au niveau de la région africaine montrent de manière générale, grosso modo, une répartition égale entre les hommes et les femmes en ce qui concerne la vulnérabilité au virus. Nous n'avons aucune raison de penser que les femmes sont plus vulnérables que les hommes. Par contre, il y a eu des pistes de discussion qui ont émergé ces derniers mois sur l'accès des femmes aux services de dépistage, ce qui fait que dans certaines localités, dans certains milieux, on voit plus une prédominance des hommes par rapport aux femmes. Mais en réalité, est-ce que ce n'est pas uniquement le fait que les femmes n'ont pas accès aux services de dépistage de manière prioritaire par rapport aux hommes, etc. Mais je dirais que grosso modo, et ce n'est pas uniquement le cas dans la région africaine, nous avons pratiquement une répartition égale des cas au niveau des hommes qu'au niveau des femmes. D'accord. Docteur Mihigo, toujours, il y a une question de Rougia Touba, journaliste à la radio City FM. Elle voudrait savoir, son commentaire, c'est que l'éradication de la pandémie
est toujours un problème et elle constate que les vaccins, malgré qu'il y a des vaccins, on a toujours du mal à se débarrasser de cette pandémie-là. Quel est votre commentaire par rapport à ça, par rapport à l'efficacité des vaccins? Est-ce que vous pensez que ça va faire un très grand changement? Et que va-t-il arriver si le coronavirus persiste toujours dans le monde? Bon, d'abord, il faudra préciser que dans notre région, comme on l'a dit depuis le début de cette discussion, il y a eu très peu de vaccins qui ont été administrés aux populations. Donc, on ne peut pas encore juger de l'efficacité ou non de la vaccination dans la plupart des pays africains. Mais ce qui est clair et ce qui est maintenant de plus en plus démontré, que lorsque une grande partie de la population est vaccinée, on voit réellement un effet réel sur la diminution de la charge de la maladie ou même de la transmission, ce qui reste encore à prouver. Des pays comme Israël ou les Émirats arabes unis qui ont vacciné une grosse proportion de leur population ont vu clairement les nombres de cas chuter considérablement. Et des études qui ont été faites, et particulièrement une étude intéressante en Israël, a démontré très clairement que le groupe de personnes qui ont été vaccinées, quand on les compare à ceux qui n'ont pas été vaccinés, il y a une forte réduction, non seulement des cas symptomatiques, mais également des cas sévères et d'hospitalisation. Alors, est-ce que cette pandémie on va y mettre fin bientôt? C'est très, très difficile de dire. C'est-à-dire que la capacité d'administrer des vaccins à tout le monde, on le sait que ça prendra du temps, ça prendra probablement des années pour que tout le monde soit couvert, ce qui fait que ça revient à mettre en place les mesures barrières qui souvent ont démontré leur efficacité. Et malheureusement, nous savons qu'il y a une partie de la fatigue qui commence à s'installer au niveau des populations à maintenir ces mesures barrières. Donc, la promesse des vaccins pour mettre fin à cette pandémie, elle est encore là, mais faudra-t-il que tout le monde, une grande partie de la population au niveau global, puisse être vaccinée pour éventuellement arriver à cette immunité collective que nous appelons tous de notre vœu. D'accord. Une question que je vais adresser à Dr Gay. Dr Gay, une question de Rugia Touba de Radio City FM. Est-ce que vous savez quelles sont les régions où le taux de létalité est le plus élevé et quels sont les pays qui sont les plus épargnés par la COVID-19? Peut-être je vais permettre de passer à une autre question pour revenir à la question. J'ai des chiffres avec moi et comme je ne peux pas faire des erreurs, vous pouvez passer à une autre question. D'accord. Dr Mihigo, avez-vous peut-être une overview? Je reviendrai vers Dr Gay tout à l'heure par rapport aux pays les plus épargnés et les régions qui sont le plus affectées. Dr Mihigo, avez-vous, juste pas des chiffres précis, je reviendrai vers Dr Gay, mais est-ce que vous avez une vue des pays qui sont les plus épargnés actuellement en termes oui, par rapport à la pandémie? Je crois qu'on l'a vu surtout avec cette deuxième vague qui a commencé au mois de novembre et décembre, très clairement les pays au niveau de l'Afrique australe, autour de l'Afrique du Sud, qui reste le pays le plus touché, sont effectivement les pays qui ont été le plus frappés, non seulement en termes de taux d'attaque, mais également en termes de taux de mortalité. Comme l'a dit le docteur Gay, c'est certainement qui va donner les chiffres exacts. Mais la première région qui a été fortement touchée, c'est la région Afrique australe avec tous les pays autour de l'Afrique. Mais nous avons également vu une recrudescence des cas pratiquement en Afrique de l'Est, des pays autour de la région de Lac Albert avec l'Ouganda, le Kenya, le Rwanda, l'Éthiopie qui ont été fortement affectés aussi, ainsi que certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, la situation est quand même assez généralisée dans un contexte où certains pays peut-être font moins de tests que d'autres, mais de manière, je dirais, globale, c'est ça je dirais le visage, je dirais, de manière générale de la situation pour le moment. D'accord, merci. Dr Gay, vous voudriez rajouter quelque chose? Merci beaucoup et je pense qu'il a pratiquement tout dit.
Et les tests, le taux de test est très important pour dire les pays qui sont les plus affectés, parce que si vous ne testez pas, vous ne trouvez pas, et le nombre peut être faussement donné comme très bas. Donc, d'habitude, c'est souvent les pays qui testent le plus aussi qui rapportent le plus de cas. Ce qui se passe est que quand tu prends les pays africains, les 10 pays les plus affectés, c'est d'abord l'Afrique du Sud avec presque 1 500 000 cas et qui représente 40% des cas, suivi par le Maroc qui a un peu moins de 500 000 cas, la Tunisie avec 223 000 cas, et suivi de l'Égypte, Éthiopie, Nigeria, Libye, Algérie, Kenya et Ghana. C'est les pays qui ont rapporté le plus de cas. Et aussi, si on cherche sur le plan de la létalité du nombre de personnes qui sont décédées de Covid, l'Afrique du Sud est toujours en tête aussi, avec presque 50% des décès qui ont été rapportés en Afrique, suivi de l'Égypte avec 10%, Maroc 9%, Tunisie 8%, Algérie, Éthiopie, Libye, Soudan, Kenya et Nigeria. Il faut aussi savoir que le nombre de tests aussi peut influencer le CFR, c'est-à-dire le nombre de décès par cas rapporté. Zimbabwe a un nombre de décès le plus élevé avec 8,7%, suivi du Mali, 8,3%, Eswatini, South Africa, Comores, Lesotho et Niger. Mais il faut prendre ces chiffres vraiment avec beaucoup de réserve, puisque le nombre de décès, que ce soit le nombre de cas, ça dépend beaucoup du nombre de tests qui ont été effectués. Et pour le nombre de décès aussi, pour certains pays, ils testent l'ensemble des décès pour voir si le décès était dû à Covid ou non. Et pour d'autres pays, ces tests ne se font pas. Et pour ce qui concerne la létalité, il y a certains pays qui essayent de voir quelles sont les maladies sous-jacentes et quelle est la maladie prédominante dans la cause du décès. Et ceci aussi influence les résultats. Donc, comparer les pays en matière de pays affectés et tout est quelque chose de très illusoire. Mais comme c'est les chiffres qu'on a, on a partagé cela. Over. Merci, docteur. Docteur Mori Keita, juste un commentaire de votre part, s'il vous plaît. Il y a une question par rapport au fait que les mesures barrières dans plusieurs pays africains ne sont plus respectées, pratiquement, selon Idiatou Camara de Radio Environnement Guinée. Qu'avez-vous à suggérer par rapport à cette situation-là? Docteur Keita, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. Les mesures barrières, je pense que le représentant l'a dit tantôt, c'est vrai que, et d'ailleurs, Dr Migo aussi l'a mentionné, certes, le fait que la pandémie a pris assez de temps, et ça fait que les gens peut-être commencent à s'enlacer un tout petit peu, mais cela ne doit pas justifier parce que les mesures barrières doivent être maintenues jusqu'à la fin de l'épidémie. Et pour COVID-19 et pour Ebola. Donc, certes, ce ne sont pas les mêmes maladies. Covid est différent de Ebola, mais il y a des mesures qui sont dites standards, donc l'hygiène avec l'hygiène des mains et tout ce qui s'ensuit avec l'utilisation de solutions hydroalcooliques ou encore le savon pour laver les mains. Ça, ce sont des mesures, que ce soit en dehors de la pandémie ou que ce soit pendant la pandémie, parce qu'on a vu, même avec des maladies hydriques, avec l'hygiène, on a vu le déclin de beaucoup de maladies liées par le manque d'hygiène. Donc, ce sont des mesures qu'on doit toujours continuer à encourager et qui ne sont pas forcément liées à la pandémie Covid. Certes, pendant la pandémie, on essaie de mettre un focus, d'intensifier la communication, mais on doit toujours continuer la communication dans ce sens-là et faire comprendre que effectivement, ceci va permettre de sauver beaucoup plus de vies et donc la communauté doit être rassurée. Ça ne nous coûte pas grand-chose à maintenir ces mesures barrières. Donc, la communication de risque, parce qu'en fait, l'une des composantes clés de la réponse à une épidémie ou même à cette pandémie, c'est la communication de risque. Et la population a besoin de savoir quel est le risque qu'il court
s'il n'applique pas de telles mesures, ou quel est le bénéfice qu'il gagne en appliquant de telles mesures. C'est cela l'un des apports de l'OMS dans ce domaine-là. Merci à vous. Merci à vous et merci à Dr Kizerbo, Dr Gay, Dr Mihigo et à vous aussi, Dr Keita. Donc, nous sommes venus au bout des questions. Nous en avions reçu beaucoup. Vraiment, je vous remercie pour votre temps. Et puis, je ne sais pas, est-ce que vous voudriez apporter une dernière précision ou un dernier mot? Vous avez la parole. Merci. Rien à ajouter de mon côté. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. Merci à vous et merci aux journalistes qui sont restés longtemps et qui ont envoyé beaucoup de questions. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, Khadija. Merci à tous. Oui.